le président Laurent Gbagbo connaît le poids des mots d'ordre. Il a même dit, tu ne vas pas dans la rue, au moment où on t'attend avec des gourdins, les gens s'apprêtent et t'attendent. Donc, c'est un homme assez expérimenté. Il a commencé quelque chose d'assez intéressant. Il a rencontré le président du FPI, Pascal Affi N'Guessan, ce qui était impensable, inimaginable il y a quelque temps. Il peut continuer, il va continuer. Il est possible qu'il continue et qu'il rassemble davantage. Et la victoire est possible de plusieurs manières. La victoire n'est pas forcément dans la violence. Aujourd'hui, il est très difficile de dégager une majorité. Est-ce que la majorité veut la paix ou bien est-ce que la majorité veut le chaos? Ben, on ne sait pas. C'est peut-être le jour qu'il aura un mot d'ordre qu'on appréciera tous pour savoir si l'appel passe ou bien il ne passe pas. S'il ne passe pas, bon, pour le pouvoir, c'est gagné. Mais s'il passe, ça casse. Internautes d'Enjeux d'Afrique, bonjour et merci de nous retrouver. Comme promis, nous continuons à suivre le développement de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, notamment en perspective de la présidentielle du 25 octobre prochain. Vous le savez, le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Alassane Ouattara est retenu pour un 4e mandat. Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, entre autres, ont vu leur candidature, quant à eux, rejetée. Que va-t-il maintenant se passer? L'opposition continuant à menacer. Nous en discutons dans ce débat avec deux invités. Je commence par les présenter. Alafé Wakili est journaliste et analyste politique. Merci à vous, Alafé, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Merci à vous aussi pour l'invitation. Bonjour. Vous serez dans cette discussion avec Sylvain Guédé-Débaï, qui est aussi journaliste et analyste politique. Il va nous apporter aussi sa lumière sur ce qui se déroule aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Sylvain, bonjour et merci d'être présent. Oui, bonjour Car. Bonjour à tous nos auditeurs et puis bonjour à mon patron et mon grand-père Alafé Wakili. Les salutations étant donc passées, on va entrer dans le vif du sujet avec notamment Alafé Wakili. La première question qui revient sur toutes les lèvres, c'est de savoir si le Conseil constitutionnel ne s'est pas décrédibilisé en annonçant au vu et au su de tout le monde que Laurent Gbagbo, le Laurent Gbagbo qu'on connaît, n'a pas réuni les environ 40 000 parrainages pour voir sa candidature validée. C'est entre autres les arguments qui ont concouru au rejet de la candidature de Gbagbo. Est-ce que le Conseil ne s'est pas décrédibilisé? On peut le dire, mais pour le dire, il faut le prouver. Beaucoup le disent, mais il faut qu'on confronte les deux points de vue, qu'il y ait un procès contradictoire ou une exposition contradictoire, chacun donnant ses éléments. En l'absence de cela, ceux qui disent que le Conseil s'est discrédité peuvent avoir raison ou tort, et ceux qui disent que le Conseil ne s'est pas discrédité peuvent aussi avoir raison ou tort. Ce que moi je sais, c'est que l'on peut avoir 1 million de parrainages a priori, mais si les parrainages ne sont pas faits tels qu'indiqués, ça va être difficile. Tu peux par exemple avoir 1 million d'électeurs parrains, mais tu as eu, par exemple, 955 000 à Abidjan, et puis les 40 autres 000 là, tu as ça dans une autre région, et puis ça ne te qualifie pas, tu es disqualifié parce que il faut avoir 1% des électeurs dans 17 régions. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les 17 régions, d'après les explications et les investigations préliminaires qu'il faudra confronter, les collectes n'ont pas été faites de façon rigoureuse. Et puis, la loi donne 48 heures pour réparer les cas de doublons. Uniquement les doublons. Il y a 2 types de doublons. D'ailleurs, même il y a un seul type de doublon. Je vous explique. C'est-à-dire, moi, je suis avec Débaï et on me retrouve avec vous. Donc, celui qui arrive, qui dépose le premier le dossier, si Sylvain Débaï dépose son dossier en premier, on valide son parrain, dans le cadre du doublon. Et moi, et vous qui arrivez, voilà, on vous dit de changer. Ça, c'est le seul cas où la loi permet de changer et de vous appeler. Mais si, entre-temps, encore vous ou Débaï, il y a un autre cas de doublon, moi, vous répétez 2 fois mon nom ou 3 fois par erreur.
même si vous avez renié 1 million de parrains, toute votre liste de parrains est éliminée, est annulée. C'est ça, ça est dans la loi. Il faut qu'on regarde, qu'on explique bien. Oui, on peut comprendre. À la fin, on peut comprendre, mais il s'agit quand même du PPACI, PPACI de Laurent Gbagbo. Mais ce n'est pas n'importe quel parti. Tout le monde peut faire des erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs. Il peut y avoir eu des erreurs. Il faut demander que la formation à la maîtrise du parrainage s'améliore. Il faut le souhaiter. Et puis, bon, il y a beaucoup de paramètres. Tout le monde est susceptible de faire des erreurs. Alors. Et ce que moi je souhaite, c'est davantage de transparence. Davantage de transparence et puis en payant le prix. Mais actuellement, la loi n'oblige pas à cela. C'est-à-dire davantage de transparence, comme je l'ai dit dans un débat, une séance publique avec des écrans et des caméras, un tableau PowerPoint pour dire, bon voilà, vous avez donné 40 000 parrainages ici. Voici pourquoi on a annulé dans vos 40 000 parrainages. Il nous fallait 35 000. Mais quand on regarde vos 40 000 parrainages, il y a 20 qui sont éliminés et il vous reste 20 000. Donc, pour cette région-là, votre dossier ne peut passer, votre parrainage est éliminé, etc. etc. On en reviendra à vous. À la fin, on en reviendra. Le temps d'écouter aussi Sylvain Guédé-Bailly. Alors, Sylvain, à la fin, estime que le parti de Laurent Gbagbo, donc le PPACI, s'est peut-être trompé dans la collecte de ses parrainages. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est son constat. Ça, je ne peux pas le lui interdire. Et c'est son commentaire. Mais je pense que sur cette histoire de parrainage, nous en sommes à la deuxième expérience après 2020. Je pense qu'il faut davantage d'éducation, davantage de sensibilisation et comme l'a dit mon cher Alapé, davantage de transparence. C'est cela. C'est-à-dire que quel est le système qui gouverne aujourd'hui le parrainage? Il faut peut-être approcher la CEI pour en savoir davantage, mais au niveau des citoyens lambda, cela n'est pas tout à fait clair. Et donc, quand vous avez une décision comme ça qui tombe comme un couperet, il y a lieu que ça suscite beaucoup de commentaires. Et vous avez posé tout à l'heure la question de savoir est-ce que cela décrédibilise la CEI. Est-ce que la CEI n'a pas perdu en crédibilité? Le Conseil constitutionnel, oui. Voilà, n'a pas perdu en crédibilité. Bon, ce sont des positions au regard de ce que nous avons comme réalité. Et vous savez que le Conseil constitutionnel interprète les lois comme toute juridiction. Donc, normalement, il en ressort qu'une décision qui sort est toujours susceptible de commentaires, elle est susceptible de toutes sortes, je dirais, d'accusations. Vous comprenez? Parce que au Conseil constitutionnel, vous savez, le droit aussi, ce n'est pas une science exacte. Voilà, ce n'est pas une science exacte. Et donc, une décision qui est interprétée par X peut être interprétée autrement par Y. Vous comprenez? Donc, mais je reviens encore une fois pour dire que, comme l'a dit Alapé, tant que le système qui gouverne ce parrainage n'a pas fourni ces éléments de transparence, alors, comme il a dit, il faut peut-être appeler tout le monde. Et puis, bon, alors, Sylvain, oui, on peut interpréter le droit comme on l'entend, je vous entends bien le dire, mais quand on prend cet exemple quand même concret, terre à terre, une candidate qu'on appelle Henriette Lagou, qui arrive à rassembler ses parrainages, alors qu'un parti comme le FPI de Pascal Affi-N'Guessan, qui en 2020 a bel et bien rassemblé des parrainages, le PPACI de Laurent Gbagbo, qui n'a pas pu le faire, bon, alors que Henriette Lagou arrive à le faire, est-ce qu'on n'est pas en bon droit de se poser les bonnes questions? Oui, mais je pense que là-dessus, il ne faut pas simplement se baser sur les certitudes. C'est-à-dire, quand je dis certitude, on dit, par exemple, dans l'opinion, on dit non, Henriette Lagou ne peut pas avoir de parrainage parce qu'elle n'est pas bien connue, elle n'est pas très connue que Affi-N'Guessan, par exemple. Non, ça, ce sont des certitudes. Ici, nous sommes dans une pratique qui mérite transparence. Si Henriette Lagou a eu vraiment ses parrains, on doit nous expliquer
comment elle a pu faire, comment elle a managé pour pouvoir avoir ses parrains par rapport à un vieux parti comme le FPI, Tapi Nguessan, qui est quand même sur le terrain et qui a des bases. Bon, mais au passage, je m'inscris aussi en faux quand on dit que Henriette Lagou n'est pas implantée. Elle a quand même un groupement. On peut peut-être dire que ce mouvement n'a pas la même envergure que le FPI, n'a pas la même envergure que le PSI, mais elle a un parti politique organisé. Et vous savez, le système d'administration du partenariat, ça profite beaucoup plus aux partis qui sont sur le terrain, aux partis qui sont déjà organisés. On peut comprendre qu'elle n'a pas la même implantation que les grands partis traditionnels, mais si elle s'y est pris tôt, si elle s'y est pris avec la bonne méthode, il est clair qu'à l'arrivée, elle puisse avoir les parrainages. Là n'est pas le problème. Encore une fois, c'est le problème de la transparence. C'est-à-dire qu'ici, comment on détecte le doublon? En principe, ça devrait être par ordre de dépôt du dossier, c'est-à-dire à dépôt de l'ordre d'inscription sur la liste d'un collecteur de l'électeur, c'est-à-dire quand l'électeur s'inscrit, quand il parraine un candidat, est-ce qu'on y met la date et puis l'heure à laquelle il a parrainé, de sorte que quand le même électeur parraine un autre candidat, la différence de l'heure ou bien de date puisse permettre de dire que il a parrainé tel, d'abord non, c'est validé chez A et puis c'est annulé chez B. Voilà. Mais ici, je crois que le paramètre qui est pris en charge, c'est l'ordre de dépôt du dossier. Donc, si on considère, par exemple, que Mme Lagou a déposé son dossier, je crois que c'était avec le 23, elle a déposé son dossier avant un candidat comme Alassane Ouattara, le parrain, celui qui parraine Henriette Lagou, quand il se retrouve en premier lieu, quand on le trouve en premier lieu chez Henriette Lagou, il est éliminé chez Alassane Ouattara, comme il est éliminé chez Laurent Gbagbo. Voilà, donc c'est des techniques comme ça qu'il faut qu'on nous explique. On va revenir à vous, Sylvain Debaillé, le temps d'écouter Alafi Wakili. Alors, Pascal Affi-N'Guessan, lui, il est sorti pour faire une conférence de presse où il a complètement déconstruit ou démonté les arguments avancés par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel estime qu'il a présenté une liste de 46 000 parrains, alors que lui, il dit qu'il a déposé à la commission électorale indépendante une liste contenant 44 000 parrains. Alors, il demande au Conseil de lui expliquer d'où sont venus ces 2 000 parrains supplémentaires. Il estime finalement que le dossier de candidature qu'il a déposé n'est pas celui qui a été transmis au Conseil constitutionnel. Il demande des explications. Il a saisi la justice. Alafi Wakili, est-ce que là, ce n'est pas un sérieux problème? Vous savez, le président Affi-N'Guessan a dit qu'il va porter plainte. Je ne sais pas quel peut être l'impact de la plainte sur la suite du processus, mais pour l'histoire, pour la vérité, la plainte doit être déposée, elle doit être instruite. Il doit y avoir une enquête avec la police pour que la fiche qu'il a déposée à la CI, déchargée par un agent de la CI et déchargée par son représentant, qui fait foi, qui lui permet de dire c'est tel nom, que cette fiche-là soit donnée à la justice et que aussi la CI donne sa fiche et qu'on considère que c'est les mêmes signatures et que personne n'a falsifié. Parce que quand il dépose son parrainage et son lot, il y a un document qui est contresigné par les deux parties. Mais voyez-vous, aujourd'hui, même dans une élection, quand tout le monde a le même PV dans un bureau de vote, après il y a des contestations. Je ne sais pas si c'est cela, mais quand il dépose son fichier de parrainage à la CI, c'est observé, c'est regardé, et sur une fiche, l'agent de la CI qui a réceptionné signe le nom, et de l'autre côté, il signe. Mais je crois qu'avant de signer, les deux parties s'asseyent pour compter ensemble. Ce n'est pas sur la parole. Les deux parties s'asseyent. Le représentant dit, bon, j'ai tant par région, il vérifie. Et c'est après s'être assuré que tout est OK, conforme, qu'un document est signé par les deux parties avec un registre. On suppose d'ailleurs que chaque partie garde une copie et que la clé qui a été donnée, l'autre a été donnée, ainsi que le registre, et que c'est inviolable et infalsifiable, comme les guides que l'on a, encore que là-bas les gens les falsifient, que l'on a pour les questions foncières. Donc nous souhaitons qu'une plainte soit portée, au-delà des dénonciations et des déclarations publiques, il y a une plainte. Deuxième élément à ajouter, vous constatez que le président du PDCI, le président Thiam,
il n'y a eu aucun commentaire, aucun souci sur le parrainage du président du PDCI. L'on sait la raison pour laquelle le président Thiam n'est pas candidat. Ça signifie que il n'est venu à l'idée de personne d'aller mentir sur le PDCI, de dire que le PDCI n'a pas eu de parrainage. Bon, je ne sais pas pourquoi les gens, on peut faire toutes sortes de scénarios, dire que c'est parce que j'ai dit ceci, on m'a exclu, dire que c'est parce que j'ai dit ceci, qu'on a voulu me faire cela. On peut faire toutes sortes de scénarios, mais au passage, on peut aussi se demander pourquoi le président du PDCI où le PDCI a été, s'il y a un complot ou bien une complicité, a été un peu mis en haut et considéré comme un parti qui n'a pas de problème de parrainage. Donc je veux que l'on retienne cet aspect-là pour dire qu'il faut souhaiter, d'abord il faut être prudent. On écoute toutes les partis qui se plaignent, on les écoute, et de part et d'autre, on cherche à récupérer et collecter les éléments des preuves et demander aux partis politiques de mettre à la disposition du grand public en détail les documents, et puis chacun va vérifier l'audit qui a été demandé pour la liste électorale. On va faire des audits des parrainages de chaque candidat. Voilà, le grand public, vous, moi, chacun, nous allons faire l'audit pour voir si ce qui est reporté est exact ou pas. Voilà un début d'audit de part et d'autre de transparence. Ces documents-là, en copie double ou trois, il peut y avoir des organisations de la société civile, chacun va se rassembler. On ne sait pas si ça aura de l'impact sur le processus, mais lorsque éventuellement on va découvrir qu'il y a eu vraiment magouille et manipulation, oui, il se trouvera des gens pour le dénoncer, mais je ne sais pas à quel moment du processus, mais il faut pouvoir se calmer et puis créer les conditions pour le faire des part et d'autre. En tout cas, Pascal Affi-N'Guessan, en tout cas, permettez, Pascal Affi, où le Conseil constitutionnel a menti, on prend les dispositions. Maintenant, si c'est les autres qui ont accusé à tort, chacun devra subir la rigueur de la loi. Oui, Pascal Affi-N'Guessan a été clair sur ce point. Hein. Il a dit que lorsqu'il a déposé son dossier à la CEI, toutes les vérifications ont été faites, les décomptes ont été faits, tout était au point, qu'il a le procès-verbal de dépôt, les décharges sont bien contresignées, et qu'il ne comprend pas pourquoi c'est un autre dossier qui est transmis au Conseil constitutionnel. Nous sommes d'accord pour des investigations. Voilà, il faut lancer les investigations au-delà de la parole de chacun, mettre les documents à disposition, et puis des audits avaient été demandés. Je pense qu'il est important de donner ces documents-là éventuellement à des essais internationaux pour regarder, de donner, et puis l'audit de la liste électorale avait été demandé. Non, mais en attendant, on peut faire l'audit des parrainages de chacun qui n'est pas d'accord. Voilà, s'il y a des audits, des parrainages à faire, c'est des gages de transparence, mettre ces fichiers-là à la disposition d'auditeurs ou d'observateurs indépendants, au-delà des critiques, et au-delà même de la justice. Mettre ça à la disposition d'observateurs indépendants pour regarder et puis faire l'évaluation. Ce sera intéressant. Assalé Tiemoko se plaint, Affi-N'Guessan se plaint, le PPACI se plaint. Il est important, au-delà des plaintes, de faire des recours, de les formuler. Et puis, bon, vous savez, au fond, il y a d'autres contestations, il y a d'autres obstacles. Parce qu'il n'y a pas que les... Je vous explique le mécanisme du parrainage. Il n'y a pas que les doublons. Les doublons, on a 48 heures pour les changer. Mais au-delà des doublons, il y a aussi des erreurs. Vous voyez, oui, au-delà des doublons, restons toujours sur le cas de Pascal Affi-N'Guessan. Pascal Affi-N'Guessan dit qu'on a dit qu'il y a eu de faux parrainages dans le dossier qu'il a déposé, c'est-à-dire que certains parrains n'ont pas présenté les bonnes cartes d'identité ou cartes d'électeur, qu'il y a ces accusations que lui considère comme infamantes à son encontre. En 40 ans de carrière politique, il ne peut pas laisser, il ne peut pas prendre sa retraite politique avec des accusations aussi salissantes. C'est pour cela qu'il décide de saisir la justice notamment. Affi-N'Guessan ne doit pas considérer que c'est lui qui est personnellement attaqué. La collecte des parrainages est faite par 100, 200 personnes. Des erreurs sont possibles. C'est pas lui. Lui, il n'a jamais fait quoi que ce soit. Il n'est pas allé sur le terrain. Il n'a rien manipulé. Il a des militants de bonne foi. Des erreurs sont possibles. C'est de cela qu'il est question. Il n'est pas dit, M. Affi-N'Guessan manque d'intégrité, est un fraudeur, est un manipulateur. Lui-même, je ne sais pas s'il a compté, pris soin, regardé les cartes de chacun. C'est un parti politique, c'est une organisation. Des erreurs sont possibles. Et même
Au niveau du RHDP, ce type de situation est possible. Ils ont eu des cas de rejet. Le doublon, personne n'y échappe, mais certainement, ils ont eu suffisamment de précautions qui ont été prises. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un instrument, peut-être ça n'a pas marché suffisamment pour tout le monde, c'est la biométrie, comme a dit Debailly. La biométrie devrait permettre de régler ce genre de situation. Parce que quand tout n'est pas rempli, quand tout n'est pas réglé, ce n'est pas validable. Or, les fichiers Excel n'ont pas de moyens de contrôle préalable. Le contrôle est a posteriori, ce n'est pas a priori. Dans la biométrie, le contrôle est immédiat. Que ce n'est pas OK, ça ne passe pas. Donc, en général, tout ce qui a été biométrique était bien. Mais à un moment donné, ils disent la machine ne marche pas, la machine a ceci, la machine a cela. Et beaucoup ont laissé la biométrie pour aller sur Excel. Et vous verrez que la plupart des problèmes sont venus sur Excel. Ça peut être des erreurs en reportant. Ça peut ne pas être de la fraude. En mettant le numéro de carte d'identité de quelqu'un, on peut se tromper sur un chiffre. Mais à ce moment-là, le Conseil constitutionnel ne dira pas la carte d'identité se termine par 120, vous avez mis 122, on vérifie. Bon, ce monsieur-là, vous avez donné sa carte d'identité, c'est 120, mais en réalité, c'est 122. Mais écoutez, la loi n'a pas prévu ça. Oui, mais à la fin, les erreurs dont vous parlez là, normalement, elles seraient en proportion résiduelle. Est-ce que Pascal Affi-N'Guessan... Je vous dis que même une seule erreur suffit à invalider. Une seule. C'est-à-dire, vous devez avoir 3000 parrains, vous en avez eu 3000, et quand on compte, on voit qu'il y a une erreur comme ça, c'est pas un doublon, ça vous élimine les 299, d'après ce qu'on a appris, d'après les dispositions actuelles de la loi. Voilà le problème du parrainage qu'il faut peut-être éventuellement regarder et mieux encadrer en renforçant le dispositif de collecte pour limiter l'intervention humaine. Pour limiter l'intervention humaine, écrire l'âge de naissance, écrire ceci, cela, la date, etc. Il faut limiter l'intervention humaine, la réécriture des choses, etc. Je pense que c'est un élément auquel il faudra réfléchir en espérant qu'il y aura des opportunités pour mieux comprendre ce qui s'est passé ces temps-ci. Sylvain Debailly, on reste toujours sur le cas Pascal Affi-N'Guessan parce que lui, il a été très, très en colère contre le Conseil constitutionnel et la Commission électorale. Il estime, entre autres, que les parrains qui ont parrainé sa candidature en 2025, à 80% d'écart, sont les mêmes qui avaient parrainé son dossier en 2020. Et il n'y a pas eu de problème, que cette fois-ci, on a tenté de le salir, que c'est le président Ouattara en personne qui est en dessous de tout ça pour éloigner, éliminer les candidats qui pourraient lui faire ombrage, qui pourraient mettre en péril son plan de présidence à vie. Que c'est pour tout ça qu'on a sorti toutes ces accusations liées au parrainage. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes à la deuxième expérience. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de surprises qui ne sont pas encore révélées. Mais je suis d'accord avec Alapé sur la question de l'audit. C'est là que l'audit prend tout son sens. Et lui-même Alapé, en tant que journaliste, il a une organisation de la société civile qui a mené ce qu'on pourrait appeler une observation lors de l'opération de parrainage. Donc, il nous en dira plus parce que il a relevé un certain nombre de défis sur le système de parrainage. Donc, il y a encore beaucoup à dire. Et une fois encore, tant que le mécanisme ne nous est pas expliqué avec une bonne pédagogie, avec une bonne compréhension, avec les vrais acteurs, tous les commentaires sont possibles. Et c'est ce qu'on a vu avec Pascal Affi-N'Guessan, parce que Alapé parlait tout à l'heure, il dit que ce n'est pas Affi, mais il a eu des collecteurs. Oui. À son niveau, il peut comprendre ça. Lui, c'est un intellectuel, c'est un éclairé, il peut comprendre ça. Mais dans la masse, c'est vrai, c'est l'idée qui passe, c'est cela, c'est une charge morale qui va peser sur lui que, en tant que président d'un parti politique, il commerce avec la fraude. Vous voyez, ça, c'est des choses qui sont salissantes et c'est justement le verdict du Conseil constitutionnel, c'est ce que cela tend à démontrer. Et idem pour le cas Laurent Gbagbo. Quand on dit de lui qu'il n'a pas pu obtenir des parrains, ça voudrait démontrer son impopularité. Donc, vous voyez, c'est pour ça que moi, je suis arrivé à la conclusion que pour les prochaines fois, si on ne peut pas bien encadrer le système de parrainage,
si on ne peut pas encore légiférer là-dessus pour qu'on puisse prendre d'autres dispositions pour renforcer la transparence, autant supprimer ce système-là parce que c'est un critère de trop. Il y a déjà la portion de 50 millions qui est suffisante pour limiter les candidatures dites fantaisistes, même quand moi je ne les considère pas comme fantaisistes. Donc, en un mot, on ne peut pas empêcher Apinguessan de tenir une telle assertion. Malheureusement, pour lui, on dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont plus susceptibles de recours. Il faudra peut-être qu'un jour que cette décision-là soit susceptible de recours pour que ce genre de procès ait lieu et pour que tout le monde soit situé et pour que tout le monde sache d'où vient cette machination, si je peux m'exprimer ainsi, d'où vient cette affaire de Apinguessan qui ne peut pas fournir de pareil. C'est pour ça que je soutiens également à la fin quand il dit qu'il encourage Pascal Apinguessan à aller devant les tribunaux, ne serait-ce que pour l'histoire, parce que je ne sais plus si on peut revenir sur le verdict qui a été prononcé, mais ne serait-ce que pour l'histoire, ne serait-ce que pour lui-même, sa grandeur, pour lui-même, les valeurs qu'il incarne. En tout cas, Pascal Apinguessan lui croit Dieu comme fer, hein, que le processus peut être suspendu le temps de vider le recours qu'il va déposer devant le tribunal. Il estime qu'il y a justice dans l'affaire, que la justice doit pouvoir corriger ça s'il le faut, quoi. Est-ce que c'est possible? Oui, mais bon, écoutez, est-ce que ça voudra dire que le Conseil va revenir sur sa décision? Je pense que c'est déjà fait. C'est déjà fait la décision, le verdict est déjà connu. En tout cas, le professeur Sébastien Dano-Djedje, hein, président exécutif du PPAC, a dit la dernière fois qu'en Côte d'Ivoire, les décisions du Conseil constitutionnel sont susceptibles de recours. Il le dit en référence en 2010. Oui, j'ai écouté ça avec beaucoup d'amusement, mais en même temps avec beaucoup de concentration. Parce que ce qu'il dit fait référence à l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Mais, ma foi, on ne va pas rester là-dessus. Je pense qu'il faut donner à nos institutions la force qu'elles ont et il faut que ceux qui gèrent, ceux qui dirigent aussi nos institutions, soient à un moment donné traversés par ce que quelqu'un appelait le devoir d'ingratitude. Le devoir d'ingratitude, c'est-à-dire que je suis nommé par le président de la République, mais j'ai une mission d'indépendance. Donc, dans mon verdict, je dois réunir tous les éléments nécessaires. Je dois délibérer à mon âme et conscience pour que le verdict qui est rendu soit acceptable. Je dirais acceptable parce que aujourd'hui, c'est une décision de droit. Et même dans les tribunaux ordinaires, quand une décision est rendue, elle n'est pas acceptée de tout le monde. Mais il faut la rendre acceptable par le plus grand nombre. Voilà ce que je veux dire. Donc, on va longtemps gloser là-dessus. Mais il faudra qu'un jour que nous revenions à nous-mêmes. Il faut donc se départir, je dirais, des connexions politiques et de l'emprise du politique sur les institutions. Peut-être qu'on arrivera à un bon tempo. Peut-être qu'en le faisant, on arrivera à une situation où, quelle que soit la décision qui est rendue, on puisse dire oui, je suis éliminé, ça me fait mal, mais c'est l'institution de mon pays qui l'a rendu, donc je m'incline. Mais tant que on aura cette senteur politique sur nos institutions, tant que celui qui est le président de la République veuille rester au pouvoir quand il veut, comme il veut, et bien voilà, on aura toujours ce genre d'interprétation. Alors, Pascal Apinguessan dit qu'au départ, le parrainage était institué pour limiter les candidatures fantaisistes, mais qu'il se rend compte que c'est devenu une arme d'élimination massive de candidats gênants. Quand on voit ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il n'a pas raison? Oui, mais personnellement, je dirais que peut-être que s'il avait été retenu, il ne dirait pas ça. Vous avez dû entendre ce qu'a dit Simone Gbagbo, que le Conseil constitutionnel a fait du bon travail, parce que certainement parce qu'elle est retenue. Donc, je crois que Apinguessan est un citoyen libre. Il peut donc faire un commentaire libre d'une décision qu'il ne sent pas. Et moi, je pense que c'est sa liberté. C'est sa liberté et ce qu'il dit là peut être entendu par les personnes. Oui, c'est normal. Mais bon, est-ce que nous allons continuer comme ça? Est-ce que nous allons rester là? Je pense que
il faut évoluer. Aujourd'hui, l'opposition est en train de mettre en place une stratégie. Peut-être qu'il faut se concentrer sur la stratégie et peut-être que, les prochaines années, on sera à un bon niveau de compréhension des choses. À la fin, Wakili, on voit toutes les contestations qu'il y a autour de cette délibération du Conseil constitutionnel, donc la liste définitive des candidats retenus pour participer à la présidentielle du 25 octobre. Est-ce qu'on va quand même aux élections avec tout ce faisceau de contestation, tout ce faisceau de dénonciation d'injustice? Est-ce qu'on organise quand même des élections dans ces conditions? Il n'y a jamais... Est-ce qu'il y a eu des conditions d'élection totalement différentes, des conditions parfaites d'élection? Je ne sais pas s'il y a une situation où il y a des conditions dites parfaites pour aller à l'élection. Partout, l'environnement préélectoral, l'environnement électoral est pareil. Hein? Voilà. Donc, il est possible d'aller aux élections dans ces conditions, sauf revirement des situations, sauf action contraire, sauf événement contraire, que les uns et les autres peuvent préparer ou souhaiter. Par exemple, oui, vous avez cité les propos du professeur Danon Djedje. À côté de lui, il y a des propos aussi du président Afinguessan, du PPACI ou du PDCI qui disent que dans les contextes actuels, dans les mêmes conditions, ou du moins, il ne sait pas qu'est-ce qui va changer d'ici là, à ces élections du 25 octobre, à la même date constitutionnelle, Tidjane Thiam sera candidat, Laurent Gbagbo sera candidat, Pascal Afinguessan sera candidat, peut-être aux côtés de Simone, de Domelo ou autre, et ils disent que Alassane ne sera pas candidat. Donc, le contexte, chacun prend ce qui peut l'arranger dedans, et puis chacun exprime et souhaite ce qu'il veut. Maintenant, on va voir ce que cela va donner et qu'est-ce qui va se passer. Personne n'est un devin. Non, mais à la fin, Wakili, quand on dit on va voir ce qui va se passer, est-ce que ce n'est pas suicidaire? Quand l'atmosphère est aussi chargée, est-ce qu'en personne raisonnable, on ne s'arrête pas pour se poser les bonnes questions avant de continuer ou on fonce quand même la tête baissée? Vous avez des mots connotés catastrophe, les mots du chaos et de la catastrophe. Ah non, je vous en prie, je ne fais que lire la situation. Non, on parle quand même de la Côte d'Ivoire. On parle quand même de la Côte d'Ivoire. À la fin, on parle quand même de la Côte d'Ivoire. On n'oublie pas 2010. Non. En quoi c'est suicidaire? Justement, 2010, c'est ce qu'il ne faut pas. J'ai déjà parlé de ça avec vous. 2010, là, c'est ce qu'il ne faut pas refaire du début jusqu'à la fin. 2010 est l'exemple qu'il ne faut même plus copier. Mais les gens nous donnent 2010 comme la référence. Depuis le début jusqu'à la fin, 2010 était un mauvais processus. On allait à l'élection en chantant, en dansant, en pensant que tout était réglé, tout était beau. L'élection la plus chère au monde, la meilleure élection au monde. Les candidats s'embrassent et rient. Et puis, paf, quelques temps après, catastrophe. On allait au suicide sans le savoir. Bon, peut-être cette fois-ci, on va au suicide en le sachant. Hein? Mais en 2010, on allait au suicide sans le savoir. On allait dans le précipice sans le savoir. Là, peut-être on le sait, le sachant. Peut-être que nous prendrons des dispositions pour éviter cela. Il faut arrêter, il faut qu'on arrête de nous donner 2010 comme le meilleur exemple, le modèle parfait. Non! Un bon modèle ne peut pas nous conduire à 3000 morts et depuis là, on n'a pas eu cela, ni en Côte d'Ivoire, ni ailleurs au monde. Mais comment on veut nous donner de reconduire les choses qui nous ont amenés à 3000 morts? Je ne vois pas comment on peut donner ça comme un modèle. Non, vous ne me comprenez pas peut-être bien, vous ne comprenez peut-être pas bien. Je vous donne 2010 voilà, comme un exemple de violence et de suicide. Mais je vous dis, ce 2010 de violence et de suicide avec 3000 morts, avant qu'on arrive aux morts, a été considéré comme la meilleure des élections, l'élection parfaite. Et certains, dans les débats actuels, nous demandent de faire comme en 2010, de créer les mêmes conditions comme en 2010, voilà l'élection en chantant, dansant, en faisant à tout comme en 2010. C'est ça, je vous comprends très bien. Mais je dis justement, autant vous dites qu'on ne doit pas faire comme en 2010, on doit éviter le suicide et la violence. De la même manière, on ne doit pas reconduire les mêmes choses de 2010
qui ne nous ont pas empêchés d'arriver à cette violence. Parce que moi, j'étais un acteur ou un témoin de cette période-là, et moi, j'ai mis des réserves sur le processus. Et les personnes qui émettaient des réserves sur le processus étaient considérées comme des grincheux, des jaloux, des gens qui ne voulaient pas la paix. Le succès de l'accord de Ouaga entre M. Guillaume Soro et le président Laurent Gbagbo, des aigris. Ce n'est pas tout le monde qui a dansé en 2010, hein, comme aujourd'hui. Peut-être vous vous dites qu'on s'en va avec quelque chose de suicidaire, mais oui, en 2010, il y a aussi des gens qui ont dit ça. Mais on leur disait non, vous êtes aveuglés, vous ne voulez pas la paix. De quoi vous mêlez-vous? Le président Gbagbo et M. Guillaume Soro s'entendent. Quel est votre problème? Et puis le PDC Bédi était pressé d'aller aux élections. Le président Ouattara, tout le monde voulait en sortir. Depuis 2000, il y a 10 ans, on attendait une élection. Donc, on a fermé les yeux sur beaucoup de choses. On nous dit de reconduire le même schéma. On s'entend sur des choses, on fait des accords, paf, et puis on va à l'élection. Mais c'est ce qu'il ne faut pas refaire. Donc, il faut laisser les choses en l'état. Il ne faut pas aller, il faut pas trouver un moyen de discuter. Il faut quand même tenir cette élection le 25 octobre avec le contexte explosif qui s'annonce. La discussion, c'est pas un refus de discussion. Mais quand on discute, c'est pour aboutir à quelque chose. Quelles sont les concessions qui sont faites? Il y a des pré-discussions, il y a des pré-dialogues. Et ici en Côte d'Ivoire, des choses ont été tentées, mais il y a eu des discussions avec des conditions. Les discussions n'ont pas pu aboutir. Par exemple, un moment, le Front commun ou bien le PPACI et puis le PDCI, d'abord même CAP-CI, disent on veut discuter le président Ouattara ou le gouvernement ou rien. Le gouvernement ou rien. Les possibilités de dialogue parallèles, indirects, qui pouvaient commencer pour arriver à une autre phase, ont été rejetées ou n'ont pas abouti. Moi, personnellement, je ne vois pas quelle est la différence dans le contexte ivoirien. Quelle est la différence entre discuter avec le RHDP et puis discuter avec le gouvernement, le président Alassane Ouattara. Je ne vois pas quelle est la grande différence pour que cet aspect-là constitue un préalable et un point de blocage qui ne fasse pas avancer et qu'on dise que le dialogue est impossible. C'est ça le problème. Maintenant, vous avez vu qu'on dit le président Ouattara a appelé le président Gbagbo, tout comme le président Gbagbo peut appeler le président Ouattara. Si on se parler est déjà dialoguer. Maintenant, est-ce qu'il faut forcément créer des cadres formels et spécifiques de dialogue, de dire non, notre rencontre est un dialogue. Et que quand on ne sait pas parler là, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit cela, quand on ne s'est pas assis dans une salle, quand on s'est parlé simplement au téléphone, il n'y a pas de dialogue, c'est foutu. Pourtant, ceux qui disent cela oublient que si, pendant la crise justement de 2010, que le président Ouattara et le président Gbagbo avaient souvent pu se parler régulièrement au téléphone, au moment où la crise a commencé après les tensions, peut-être on aurait évité beaucoup de choses. Puisque moi, j'ai retenu des auteurs qui ont dit quand on se parle, on ne se tue pas. Se parler d'abord, en dehors de tout cadre formel, se parler d'abord, s'appeler au téléphone, se causer. Quand on se parle, pendant qu'on se parle, d'une manière ou d'une autre, peu importe la manière dont on se parle, on n'a pas le temps de se bagarrer et de se tuer. Quand on se parle, on ne se tue pas. Mais ici, chez nous, on a voulu donner des préalables à la parole, des préalables à des opportunités d'échange. Et puis bon, voilà, il nous reste une quarantaine de jours. On pense qu'on refuse le dialogue. Mais comment refuser le dialogue? Comment refuser de se parler alors que le dialogue est l'âme des forts? Alors que quand on va finir de se battre, on va encore s'asseoir. Mais si à des conditions, chacun est fâché de son côté, gros cœur, on ne peut pas manger riche chaud dans cette période-là. Donc il faut que le moment de calme arrive. Il faut que les colères et les frustrations des uns gagnent le temps, prennent le temps de s'apaiser. À ce moment-là, peut-être les gens pourraient se parler. Donc, alors, dans le cadre qui est demandé, dans le cadre formel de dialogue qui est demandé, sinon, il est possible de se parler, de s'appeler, d'échanger, de dire, écoutez, puisque les objectifs sont identiques. Alors, rapidement, à la fin, en quelques mots, très rapidement, vous pensez que ce n'est pas grave de tenir la présidentielle du 25 octobre dans la situation actuelle? En quelques mots, rapidement. Ne pas tenir la présidentielle peut être grave, parce qu'à une certaine période, il y a une crise de légitimité, on va s'asseoir pour organiser une transition, le mandat du président est fini, non, il est en place tant qu'il n'y a pas d'élection parce que la situation est grave, et puis voici un autre débat. Ne pas organiser l'élection le 25 à
à cette date-là est déjà grave. Donc moi je pense qu'il est important de continuer à faire preuve de responsabilité, à faire preuve de vigilance et à faire preuve de tolérance de part et d'autre, et pour se demander l'essentiel c'est quoi. L'essentiel c'est quoi? Si l'on a répondu à ces questions-là, il sera possible de trouver des opportunités pour dire qu'il faut avancer. Parce que il y a plusieurs schémas que l'on peut supposer et espérer. Il y a plusieurs schémas. Le schéma où on dit, bon, tout se passe bien dans le cadre, l'élection a lieu. Après la présidentielle, on prépare les législatives. Tout est en paix et tranquille. Mais aussi, il y a le schéma contraire. Oui, bon, moi j'appelle, les gens ne sont pas d'accord quand je le dis, j'appelle le schéma du chaos et du désordre. Il peut être le schéma de la justice et de la souveraineté et de la vérité pour les uns. La rue, le désordre, la violence, et puis après une grande révolution, et puis les gens en rêvent, et puis paf, le pouvoir change. Mais qu'est-ce qu'on aura gagné? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire aura gagné dans ça, de part et d'autre? Parce que ça ne résoudra pas durablement, solidement, les problèmes du pays. Donc, il faut que chacun mette de l'eau dans son vin ou dans son yamakouji. Voilà, pour que ce type de situation n'arrive pas, puisque personne n'est gagnant dans un tel schéma. Heureusement, vous savez, je vous l'ai rappelé déjà une fois, le président Gbagbo a dit que la paix dans un pays dépend de l'opposition. Il a aussi dit que le président Houphouët-Boigny a dit qu'il préfère l'injustice au désordre. Si la paix dans un pays dépend de l'opposition, si l'on doit préférer l'injustice au désordre, je me dis qu'il est important que chacun de nous entre en lui et qu'on essaie de se miser sur la durée pour espérer trouver des solutions durables par rapport à la situation qui se passe. Il n'y a pas de schéma absolu. On ne peut pas dire à 100% de façon certaine que tout se passera bien, il n'y aura rien, il n'y a rien en face, ou bien à 100% qu'on va faire du dégagisme et puis paf, dans quelques semaines, on n'entendra plus parler du régime RHDP de Ouattara. De part et d'autre, chacun doit comprendre qu'il n'a pas la science infuse et qu'il ne peut pas gagner de façon absolue. Et donc, il faut calmer le jeu pour trouver des solutions qui arrangent tout le monde. C'est ça. Alors, Sylvain Guédé-Débailly, président Gbagbo, depuis que le Conseil constitutionnel s'est prononcé, n'a pas encore fait de déclaration. Il reçoit quand même à son domicile, il a reçu Pascal Affi-N'Guessan, il a reçu une délégation du PDCI, et il reçoit, il consulte. Est-ce que vous savez un peu ce que nous prépare Gbagbo? Non, mais ce qu'il prépare est visible. Il s'agit là de rallier à sa cause les autres candidats qui sont éliminés et peut-être dans le cadre d'un mouvement beaucoup plus solidaire, aller à l'offensive. Mais en définitive, de quoi demain relèvera, Alapel a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas des devins pour le savoir. Mais ce qui est sûr et ce qui est apparent, la décision du Conseil constitutionnel a quand même laissé beaucoup de frustration et a relancé de plus belle la crise, si on peut ainsi dire. Parce que nous revenons à la case départ, c'était déjà sûr par une certaine opinion que les candidats Gbagbo et Tidjane Thiam n'allaient pas être alignés sur le départ de la compétition. Et c'est ce que le Conseil constitutionnel a confirmé. Et peut-être que de leur côté, ils attendaient cette confirmation pour passer à une autre stratégie. Et c'est ce que le président Gbagbo est peut-être en train d'enclencher. Et donc, je suis du côté des pacifistes. C'est-à-dire que gagnons-nous dans une posture d'affrontement? Aujourd'hui, c'est vrai, le verdict du Conseil constitutionnel est tombé. Le camp présidentiel jubile. Pendant que du côté de l'opposition, il y a des cris d'orfraie. Mais on est comme dans une sorte de position inconciliable aujourd'hui. Tout ce qui anime le camp présidentiel, c'est d'aller vertigineusement vers la présidentielle et la gagner. L'opposition dit qu'il n'y aura pas de boycott, sans savoir quel est le plan qui va être mis en branle pour ne pas qu'il y ait de boycott, parce que ne pas avoir de boycott, ça voudrait certainement dire aller à l'élection. Pour des gens qui ne sont pas qualifiés, comment ils vont à l'élection, c'est toute une interrogation. Vous comprenez? Et dans tout cela, moi, ce que je plains, c'est
la posture, sinon l'attitude de nos populations aujourd'hui. Il ne se passe pas des jours sans que nos frères des villages et des campagnes nous appellent, parce qu'ils ne s'informent que sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, en ce moment même, les réseaux sociaux sont très enflammés avec des discours qu'on entend ici et là, d'un côté comme de l'autre. Chacun se braque, chacun bande les muscles. Il y a donc un cocktail explosif qui se met en place. Alors, dans ces conditions-là, est-ce que, comme le dirait tout à l'heure à la fin, est-ce que nous allons voir ça? Nous allons savoir ça. Nous allons regarder ça et puis ne pas agir. J'ai écouté Guillaume Soro qui appelait dans son discours la communauté internationale à intervenir. Je pense que si on ne veut pas être demain le médecin après la mort, je pense que le moment est propice pour que ceux de nos frères ou de nos partenaires qui veulent bien que la stabilité dure en Côte d'Ivoire, qu'ils puissent, n'est-ce pas, interpeller un camp, interpeller les uns et les autres d'un camp. Alors, vous me permettez, vous me tendez la pêche pour que je vous fasse la même question oui. Comme à la fait tout à l'heure. Est-ce que dans les conditions que vous venez de décrire, on tient quand même la présidentielle le 25 octobre ou bien on s'assoit, on trouve un terrain pour discuter et baisser la tension avant de continuer? Je vous dis tout à l'heure que le camp présidentiel est convaincu de sa chose. Parce qu'à la fin, précisait tout à l'heure que la date est constitutionnelle. Donc, il va vertigineusement vers cette date-là qui est constitutionnelle, tenir la présidentielle coûte que coûte et puis la gagner. Donc, on ne pose pas de questions par rapport à ça, puisque c'est le camp présidentiel qui gouverne. C'est lui qui tient les forces armées, c'est lui qui tient l'administration. Et donc, le 25 octobre, le collège électoral, je crois déjà, des décrets sont pris pour convoquer le collège électoral. Donc, tout est mis en branle pour que la présidentielle se tienne le 25. Maintenant, que va faire l'opposition face à cette posture du gouvernement qui n'est plus dans une posture de dialogue, mais d'application des tests pour aller à l'élection? Que va faire l'opposition? Avec ce que nous voyons, je pense qu'il peut y avoir du grabuge dans l'air parce que des gens vous disent clairement que nous n'allons pas nous laisser faire et que cette élection présidentielle ne se tiendra pas sans nous. Vous comprenez? Donc, dans ces conditions-là, je crois qu'il faut peut-être une troisième ligne, un troisième homme pour faire de la conciliation. Sinon, nous allons à la présidentielle et puis bon, adviendra que pourra. Alors, Sylvain, une chose est de menacer. Ceux qui disent que la présidentielle ne se tiendra pas sans nous, ils se sont jusqu'à présent de simples déclarations. Une chose est donc de menacer, une autre est de pouvoir passer à l'acte. Est-ce que vous pensez que les gens sont disposés, dans la majorité, notamment si je prends les militants du parti de Gbagbo, qu'ils sont disposés à une quelconque descente dans les rues pour faire une insurrection populaire comme ils en rêvent de plus en plus, notamment avec ce qui se passe aujourd'hui au Népal? Oui, mais on ne sait pas en même temps ce qui se passe dans la tête de chacun. Aujourd'hui, il est très difficile de dégager une majorité. Est-ce que la majorité veut la paix ou bien est-ce que la majorité veut le chaos? On ne sait pas. C'est peut-être le jour qu'il y aura un mot d'ordre qu'on appréciera tous pour savoir si l'appel passe ou bien il ne passe pas. S'il ne passe pas, bon, pour le pouvoir, c'est gagné. Mais s'il passe, ça casse. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je pense que l'essentiel est de se parler. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi, je soutenais tous ceux qui parlaient de dialogue. Bon, il y a eu peut-être des tentatives entre le RHDP et puis la CAPSI. On dira peut-être que le résultat est bon parce que Simone Gbagbo a été qualifié, puisque c'était cela son objectif. Bon, mais est-ce que ça règle tout le problème? Je pense qu'il y a encore beaucoup à attendre du chef de l'État particulièrement, puisque c'est lui qui tient les manettes. Est-ce qu'il va aujourd'hui regarder son peuple, être dans l'expectative, être dans le doute, être dans la crainte, ou alors il va faire quelque chose pour que toute cette crainte-là, toutes ces inquiétudes se dissipent? Moi, je souhaite que les inquiétudes, qu'il fasse en sorte que les inquiétudes se dissipent. Il ne faut pas faire de fixation sur des dates, sur des délais constitutionnels. De toutes les façons, si l'élection n'a pas eu lieu le 25 octobre, il y aura toujours des arrangements, il y aura toujours des compromis pour que ceux qui gouvernent soient toujours là et que ceux d'en face
puissent aussi apporter leur grain de sel. C'est ce rendez-vous du donner, du recevoir là qui n'a pas eu lieu. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui tous dans l'expectative. S'il y avait eu un semblant de dialogue, c'est-à-dire que si les partis s'étaient rapprochés au moins autour d'une table de discussion, chacun venant avec sa position sans doute extrémiste, en diluant toutes ces positions dans un même moule, je crois qu'on allait pouvoir en sortir quelque chose de central, une position centrale, une position du milieu, qui devrait peut-être, à défaut de satisfaire tout le monde, mais donner des gages quand même de tranquillité. Bon, malheureusement, cela n'a pas été le cas. Et nous allons vers une élection avec beaucoup de craintes, beaucoup d'incertitudes. Alors, vous parliez de la CAP-CI, qui est donc la coalition pour une alternance pacifique, qui est constituée jusqu'à présent, si mes notes sont bonnes, elle existe toujours, cette coalition créée par le PDC de Tidjane Thiam, Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé, entre autres. Cette coalition a donc a organisé une sorte de dialogue avec le RHDP, le parti au pouvoir. Donc, Alafé Ouakili, vous trouvez que j'ai des mots... En est sorti un candidat comme la Moussa Gienko, qui faisait partie de la CAPSI et qui a finalement claqué la porte et a déposé sa candidature. Malheureusement, il n'a pas été qualifié. Voilà. Pour faire cette précision. C'est ça, ok, merci. Alafé Ouakili, vous trouvez que j'ai des mots un peu durs pour qualifier la situation actuelle en Côte d'Ivoire. Voilà Sylvain Debaï qui est lui sur place, qui parle aussi de cocktail explosif. Est-ce que vous le constatez tout au moins? Je vous ai dit, je vous ai parlé du chaos possible. Tout comme je vous ai dit que le chaos peut n'être pas possible, le chaos peut ne pas arriver. Donc, moi, j'essaie de tenir compte des deux points de vue. Or, il y a un groupe de personnes qui tient compte d'un seul point de vue et qui prédit uniquement le chaos, qui prédit uniquement que une seule partie a raison et que ce qu'elle souhaite est la vérité et va se réaliser avec la fin, peut-être, du système actuel. Non, il ne faut pas prédire ça de façon absolue. Il ne faut pas faire le choix de miser uniquement sur ça. C'est de bonne guerre que les acteurs politiques y croient et soient dedans, tout en sachant que ça peut ne pas marcher. C'est normal. Mais en même temps, l'observateur doit savoir prendre du recul et les interpeller pour dire, mais et si ça ne marche pas? Parce que c'est dans cette dynamique, chacun est depuis 1 an ou 2 ans, ou 5 ans, ça semble marcher pour une catégorie d'acteurs. Et les autres ne renoncent jamais. 5 ans, bon, peut-être encore 5 ans, 10 ans, oui, un jour ça va marcher. C'est normal. Aucun pouvoir ne dure indéfiniment. Maintenant, la question est de savoir quand ça va marcher et comment. Sinon, et puis je vous l'ai dit d'ailleurs, un de nos échanges, de toutes les façons, mais une alternance en Côte d'Ivoire, un changement de pouvoir, en quoi c'est un drame? Quel est le suicide? On a déjà eu 3000 morts dans ce pays, on n'en aura pas autant. Mais pourquoi ça doit faire peur? Vous pensez que ça doit faire peur qu'il y ait un changement? Pourquoi la perspective d'un changement peut être considérée, ou du moins qu'on aille et qu'il y ait un blocage et que les choses changent? Pourquoi aussi bien ceux qui sont au pouvoir doivent en avoir peur, être angoissés, être craintifs, au point peut-être de faire n'importe quoi, que pourquoi aussi ceux qui sont opposants, alors que c'est eux que ça va arranger, mais pourquoi eux, ils agitent la peur et le drame pour dire oui, vous allez voir, quand on viendra au pouvoir en octobre ou dans quelques temps, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Et puis à côté, il y a des observateurs qui, eux, n'ont aucun intérêt, mais c'est eux qui disent oui, on va vers le chaos, s'il n'y a pas ceci, on va vers le suicide, s'il n'y a pas cela, il faut dédramatiser. Je vous ai dit que les élections partout, les périodes préélectorales, la compétition politique, c'est à peu près la même chose pour tout. Ce n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire a l'avantage d'avoir vécu des situations plus dramatiques que maintenant, notamment en 2010, et je pense que chacun est aguerri. C'est ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Tout le monde attend Alafé Ouakili la déclaration du président Gbagbo. Jusqu'à présent, il n'a pas encore parlé après cette décision du Conseil constitutionnel. On a vu en 2020 que lorsque le feu président Henri Konan Bédié avait lancé sa rébellion, a
constituer ce qu'il a été appelé le CNT, le Conseil national de transition, le pouvoir Ouattara a envoyé des forces de l'ordre imposer un blocus à son domicile. Est-ce qu'un pareil cas de figure est possible avec Gbagbo? Vous savez, le président Laurent Gbagbo est un ancien chef de l'État. Le président Laurent Gbagbo vient de La Haye où il a pu s'en sortir. Il sait que ses paroles ont été utilisées contre lui et il a eu la baraka et il n'avait rien fait, il a pu s'en sortir. Donc le président Laurent Gbagbo connaît le poids des mots d'ordre. Et je pense que c'est un homme assez rusé, assez expérimenté. Il a même dit, tu ne vas pas dans la rue, au moment où on t'attend avec des gourdins, les gens s'apprêtent et t'attendent. Donc, c'est un homme assez expérimenté. Il a commencé quelque chose d'assez intéressant. Il a rencontré le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, ce qui était impensable, inimaginable il y a quelque temps. Il peut continuer, il va continuer. J'ai donné une image qui n'a pas plu peut-être à tout le monde. Il est possible qu'il continue, qu'il rassemble davantage. Et la victoire est possible de plusieurs manières. La victoire n'est pas forcément dans la violence. Je vous dis, l'un des enjeux de cette élection, au-delà de la victoire du RHDP ou du président Ouattara, c'est peut-être le taux de participation, c'est peut-être aussi le suffrage qu'il va avoir. Mais si il n'y a pas dans les bureaux de vote, les 25 000 bureaux de vote, si Simone Gbagbo, Domelo, Henriette Lagou, Jean-Luc Billon n'ont pas suffisamment de personnel politique, ça nous renvoie à la question du parrainage. Normalement, c'est vrai, on dit que les gens qui parrainent ne sont pas forcément des militants et n'adhèrent pas. Mais moi, je pense qu'il faut changer la vision et le concept du parrainage. Les parrains doivent être considérés comme les représentants des candidats dans les bureaux de vote. Donc, il faut un mariage pour arriver à cet élément-là. Et on peut aussi être un représentant d'un bureau de vote, un scrutateur, d'un candidat, oui, sans forcément le voter, mais être engagé pour la transparence et la vérité. Mais on a besoin de gens qui sont dans le processus, si jamais l'élection a lieu le 25 octobre, que tout se passe bien, des gens qui sont dans le processus, au-delà des observateurs neutres, mais des gens qui peuvent surveiller pour les candidats de façon objective et indépendante, qui regardent, il y a eu combien de votants, puisque les autres ne seront pas dedans comme candidats, mais il peut y avoir des militants comme scrutateurs au service des autres candidats et couvrir tout le pays. Alors, à la fin, permettez qu'on aille rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que vous voulez dire que le président Gbagbo peut appeler à voter un candidat actuellement dans la course? Moi, je n'exclus rien. Le président Laurent Gbagbo est un leader politique assez avisé ou rusé, comme j'ai dit. Tout reste possible, je n'exclus rien. On observe, il nous reste une quarantaine de jours. On va observer ce qui pourrait se passer d'ici là. Mais je rappelle qu'il a connu des hauts et des bas. Le président Affi-N'Guessan a dit qu'il a 71 ans, il n'a plus peur de rien. S'il avait 50 ans, il aurait été prudent, mais à son âge, il sait que la mort va venir, donc il n'a peur de rien. Voilà, donc, mais en même temps, les hommes politiques s'inscrivent des erreurs du passé ou des situations du passé pour éviter de faire les mêmes choses aujourd'hui. Donc nous observons, nous regardons, et puis on va voir. Et le président Gbagbo, les gens ont tendance à dire qu'il n'a pas encore dit ceci, il n'a pas encore dit cela, mais un jour, il a donné un exemple, il dit lui, il a été ancien chef de l'État. Sa responsabilité ou bien les choses que lui doit gérer ne sont pas identiques par rapport à Blé Goudé qui lui peut se permettre de dire je demande pardon, je fais ceci, je fais cela. Donc quand on lui reprochait de n'avoir pas demandé pardon comme Blé Goudé ou de n'avoir pas fait la même chose, il dit non, lui, il est ancien chef d'État, il a été président de la République. Il n'est pas quelqu'un, monsieur tout le monde. Donc il y a ça qui est là et je pense que ça compte. Et nous l'observons, nous constatons déjà ce qu'il est en train de faire et on va voir ce que cela va donner pour la suite. Sylvain Debailly, en 2020, il y a des candidatures qui ont été validées, mais dont les titulaires se sont retirés de la course, estimant que le processus était vicié. Le feu président Henri Konan Bédié a été déclaré candidat, mais il n'est pas allé à l'élection. Pascal Affi-N'Guessan de même. Finalement, Alassane Ouattara s'est retrouvé avec Kwadwo Konan-Bertin. Est-ce que ce cas de figure est possible pour 2025? Est-ce que Laurent Gbagbo, qui reçoit et consulte tout le monde, peut arriver à convaincre, par exemple, Simone Gbagbo, Awa Domelo ou Jean-Louis Billon de se retirer de la course?
Simplement pour ce qui nous a donné des voix, je ne pense pas que sa démarche aille dans ce sens. Et il rencontre des gens avec qui il a subi le même sort, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas qualifiés. Ce n'est que le début, ce n'est que le début. On ne sait pas qui il va rencontrer après. Oui, on va peut-être se dire que va peut-être revenir après la phase de la rencontre avec les qualifiés. Ben, aujourd'hui, chaque jour qui passe, chaque minute qui passe nous amène vers le 25 octobre. Je ne sais pas quel temps il y aura pour faire le tour de toutes ces personnalités et puis tirer une conclusion. De toutes les façons, je crois que cette démarche, c'est-à-dire celle qui n'a pas consisté dès le départ à appeler des militants dans les rues, je crois qu'elle est assez responsable. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'a pas encore parlé, mais ça aussi c'est une parole gestuelle. Le fait d'appeler à ses côtés et de consulter les candidats qui n'ont pas été qualifiés, c'est une démarche. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce soit Pinguessan, que ce soit Tobiri, que ce soit Saleh Temoko, tous ceux-là ont déposé un dossier à la CI pour être président de la République, c'est-à-dire des hommes d'État. Donc, je suis, moi, convaincu que la rencontre avec, ou alors les discussions avec Laurent Gbagbo vont générer une attitude d'homme responsable, une attitude d'homme d'État, puisque tous aspiraient à gouverner. C'est cela qui me fait plaisir, moi. C'est cela qui me fait plaisir. Et j'ajoute à cela ce que vient de dire tout à l'heure M. Alapé, quant à savoir que Laurent Gbagbo a fait certaines déclarations où il disait qu'il a déjà tout eu, il a déjà été député, il a déjà été président de la député, il a déjà été ancien président de la République. Et donc, il y a des engagements qu'il ne peut pas prendre aujourd'hui. C'est justement pour cela, au moment où des gens s'attendaient à un mot d'ordre, il a plutôt préféré tempérer. Et tout est à son honneur. Et je crois qu'aujourd'hui, dire que Simone Gbagbo ou Awadon Melo et autres vont pouvoir se retirer, je crois qu'ils ont voulu, ils ont voulu leur candidature. Voilà, ils ont voulu ces candidatures-là et ils sont qualifiés. Je ne vois pas en quoi ils seraient contraints de se retirer. Ils feront campagne, d'ailleurs même ça se dessine déjà. Ils font eux aussi de leur côté des rencontres. Donc ils feront campagne, mais au bout du compte, l'équation qui va peut-être se poser à eux, puisque quand on prend Awadon Melo, quand on prend Simone Gbagbo, leur vivier électoral, c'est dans la gauche, c'est-à-dire là où Laurent Gbagbo puise certainement et devrait puiser aussi ses voix. Tous iront à ce marigot-là. Combien pourront-ils mobiliser? Est-ce qu'ils ne seront pas en difficulté quand Gbagbo va prendre une autre position? C'est à eux d'apprécier le moment venu, mais je dirais que quand on va à une élection, ce n'est pas... Chacun a son objectif, chacun a son message derrière sa candidature, chacun a une option derrière une candidature. Donc, ils y vont peut-être pas pour gagner, mais peut-être pour enrichir un CV politique et puis prendre leur option ou bien leur légitimité pour les prochaines élections de 2030, de 2035, puisqu'ils peuvent toujours concourir. C'est comme ça que je vois. Donc, cette opportunité qui leur est donnée là, je ne les vois pas en train de la décliner pour laisser Alassane Ouattara dans la course parce qu'on en a déjà fait l'expérience. Est-ce que quand Henri Konan Bédié a abandonné, quand Pinguessan a abandonné, est-ce que Alassane Ouattara n'a pas été élu? Est-ce qu'il n'a pas été installé au pouvoir? Est-ce qu'il n'a pas gouverné tranquillement pendant 5 ans? Donc, il y a des leçons à tirer aussi à ce niveau-là. Alors, vous disiez tout à l'heure que Laurent Gbagbo n'a pas encore donné de mot d'ordre, que c'est tout à son honneur. Vous avez donné certaines déclarations, vous avez cité certaines déclarations plutôt apaisantes, mais c'est le même Laurent Gbagbo qui a rappelé à ses adversaires d'en face que lui s'appelle Laurent Gbagbo et qu'il n'y aura pas de 4e mandat et qu'il n'imagine pas qu'une élection se tienne en Côte d'Ivoire alors que lui il est présent et qu'il n'est pas candidat. Et ils ont voulu qu'on se batte, on se battra. C'est Gbagbo qui a quand même dit ça, c'est pas rassurant ces déclarations. Oui, mais en même temps c'est un homme politique qui a parlé, c'est pas un homme de la rue. C'est un homme politique qui a parlé, donc des paroles qui sont connotées. Vous comprenez, quand il dit il n'y aura pas de 4e mandat,
c'est à lui de donner une forme à cela. Comment cela se manifeste dans la réalité, on n'en sait pas encore. Mais ne pas avoir de 4e mandat, cela ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura pas d'élection. Voilà, donc tout est pour le moment en perspective. Et je crois qu'il est toujours arc-bouté sur sa posture, celle qui fait valoir que Alassane Ouattara n'a pas le droit de briguer un 4e mandat. Donc, on va voir comment cela se termine, parce que la conclusion de tout cela, c'est le 25 octobre, et nous verrons bien si ne pas s'opposer au 4e mandat. Est-ce que c'est appelé, est-ce que aussi ce n'est pas appelé à un moment donné, ou au dernier moment, les électeurs à faire le choix du moindre mal. Voilà, par exemple, appeler à voter pour Don Melo. Parce que si Don Melo gagne l'élection, Alassane Ouattara ne fera plus du 4e mandat. Comprenez? Donc, moi, je pense que tout est en perspective et il faut, dans quelques semaines seulement, nous allons voir comment tout cela se termine. Alors, je voulais passer à Alafé Ouakili, mais je reste un peu avec vous, notamment avec cette dernière option que vous avez soulevée. Appeler à voter Don Melo, alors que le même Laurent Gbagbo dit que le processus électoral est vicié, que la CEI est contrôlée par le RHDP, le fichier électoral n'a pas été audité, que Alassane Ouattara a tout mis en place pour remporter son élection. Est-ce que c'est logique, dans ces conditions, avec cette déclaration, d'appeler à voter un candidat alors que rien n'a changé dans le processus? Oui, ça c'est Laurent Gbagbo qui a dit cela. Mais vous voyez bien que le même Laurent Gbagbo, il consulte. Peut-être pour préparer sa lutte. Voilà, justement. Donc, il consulte. Et peut-être qu'il fera le tour des 55 exclus, on ne sait pas. Mais le même Laurent Gbagbo qui a dit cela, à un moment donné, après la consultation, peut dire autre chose, parce que ce n'est plus lui seul qui agit, mais c'est au nom de la responsabilité de tous. Et chacun aura donné sa parole, chacun aura donné un peu son gage pour pouvoir soutenir le mouvement qui va naître. Voilà. Donc, tout peut arriver. Appeler à voter pour un candidat et s'opposer au 4e mandat, tout cela va dans le même sens. Donc, il ne faut rien exclure, puisque la politique ivoirienne aussi nous a réservé beaucoup de surprises à ce niveau-là. Bon, on va aborder tranquillement la descente. On a déjà fait plus d'1 heure d'émission. Une dernière question à chacun de vous avant de terminer. Alafé Ouakili, votre sentiment personnel, est-ce que vous avez peur face à ce qui se présente? On a peur tous les jours quand on sort chez soi, même en dehors d'une élection. On a peur d'un accident, on a peur que la pluie... Non, Alafé, vous savez bien de quoi je parle. Soyons directs et concrets, on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que vous avez peur que les choses... La vie est une épreuve. Tous les jours, on a peur. Qu'il y ait élection ou pas, il y a une peur. La vie est un stress permanent. Les élections en rajoutent, mais elles ne devraient pas. Mais vous avez vu, quand on n'a pas eu peur en 2010, on allait, je vous l'ai dit, aux élections en 2010 en dansant. Et on a vu ce que ça nous a donné. On allait aux élections en dansant. Et cette fois-ci, on est en train d'aller à l'élection où chacun est prêt, sur le pied des guerres. Peut-être chacun sait à quoi s'en tenir. Ça peut limiter les dégâts et puis ça peut permettre d'apaiser les choses parce que les intentions de chacun sont connues. À l'époque, tout le monde avait la même intention, aller à l'élection vite et puis les uns pensaient qu'ils gagneraient, les autres non. Donc il n'y avait pas de tension à l'air. Et puis au niveau des résultats, on a oublié tout. Ouaga, le dialogue, on a oublié qu'on riait. Alafé, s'il vous plaît, on ne va pas revenir en arrière. Répondez directement à ma question. Est-ce que vous avez peur de la façon dont les choses se déroulent? Je suis en train de vous répondre pour dire que oui, je peux avoir peur parce que tous les jours, la vie même est une épreuve, est un rendez-vous avec la peur. Mais il n'y a pas d'une peur spécifique particulière par rapport à l'élection qui arrive. Il y a des gens qui vont prendre l'avion partir, mais d'autres seront là. Moi, je serai à Abidjan. Je serai là pendant l'élection, sauf cas de force majeure, sauf extraordinaire, je serai là pendant l'élection. Donc vraiment, j'étais là en 2010, donc vraiment, je n'ai pas de peur particulière. Je serai là pendant les élections. Nous n'avons pas d'autre choix. Il y a 28 millions, 30 millions d'Ivoiriens. On ne peut pas avoir 30 millions d'Ivoiriens hors du pays. Donc avoir peur n'est pas la solution. Nous n'avons pas d'autre choix que de rester dans le pays, de vivre le meilleur comme le pire qui va arriver. Nous sommes là, nous serons là parce que nous n'avons pas d'autre choix. Et
on ne peut pas souhaiter avoir peur. On espère ne pas avoir peur et on se dit que la peur ou les épreuves font partie de la vie. Donc je ne peux pas me lever comme ça, vous dire que j'ai peur. Non, ce n'est pas mon rôle. Je ne peux pas. D'autres peuvent avoir peur, ils ont le droit d'avoir peur, mais vous verrez qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont fuir. D'ailleurs, même en 2010, ceux qui ont fui, je ne sais pas si ça atteint 1 million par rapport à 27 ou 25 millions d'Ivoiriens restés dans leur pays ou d'habitants. Donc il faut arrêter le catastrophisme, il faut arrêter de dramatiser, il faut arrêter la logique de la peur. Merci, c'est entendu. Alafewa Kele, journaliste et analyste politique. Merci à vous d'avoir pris part à ce débat sur la situation politique en Côte d'Ivoire. Merci. On va terminer avec Sylvain Guédé-Debaï. Je vous fais la même question, plutôt personnelle. Est-ce que vous avez peur face au déroulement de la situation actuelle en Côte d'Ivoire? Vous voulez que je réponde comme la paix? Répondez comme vous-même. Merci, cher Karl. Non, la vérité, moi j'ai peur. J'ai peur parce que là où il y a des tensions, c'est aussi le temps des extrémistes. Et ce qui me fait peur, ce sont les extrémistes. C'est pourquoi partout où moi je suis, partout où je débat, je n'ai pas de position extrémiste. Je suis pour que les Ivoiriens se regardent, pour que les Ivoiriens se parlent. Je suis pour que le droit soit vraiment droit. C'est cela mon combat. Donc, en tant qu'humain, oui, j'ai peur. Mais ce que je peux faire à mon niveau pour que la peur là se dissipe, je le fais. Mais malheureusement, est-ce que ma voix porte? Parce que je le disais tout à l'heure, quand il y a des tensions, là où il y a absence de dialogue, les extrémistes prospèrent. Regardez aujourd'hui comment le débat est enflammé sur les réseaux sociaux. En Côte d'Ivoire, on tente de limiter l'influence des réseaux sociaux, on tente de mettre des règles, des lois et tout, mais ça ne fait pas reculer. Ça ne fait pas reculer les propos qu'on entend tous les jours. Il faut exterminer tel peuple, il faut exterminer celui-là, il faut exterminer telle tendance. C'est tellement grave et des propos vraiment sans retenue. C'est cela qui fait peur. Et justement, à ce niveau, je voulais vous faire une petite anecdote. Ce matin, quelqu'un au village appelle madame, et puis bon, ce sont ses parents, voilà, il faut le dire, ce sont ses parents qui l'appellent. Vous venez quand avec les enfants? Vous venez quand? Vous venez quand? Parce que ce qu'on attend ici, là, à Abidjan, ce n'est plus bon de vivre à Abidjan. Alors vous venez quand? Et donc, quand elle finit sa communication, elle me dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe à Abidjan ici? Je dis, non, mais il ne se passe rien. Est-ce que toi-même, là où tu es, tu fais ton petit commerce chaque soir, là, est-ce que tu vois quelque chose? Elle dit, non, je ne vois rien. Je dis, voilà. Donc, c'est comme ça, Abidjan, il n'y a rien qui se passe en ce moment. Mais c'est parce que les gens entendent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui le principal vecteur de communication. Voilà, c'est beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont les portables s'informent sur les réseaux sociaux. Ne se disent pas que tout ce qui est véhiculé là-bas n'est pas toujours vrai. Mais ils partent de là pour se faire une opinion. Donc, voilà un peu mon sentiment. Et je souhaite que les acteurs politiques se disent que, après tout, il y a la Côte d'Ivoire qui doit être préservée. Après tout, il y a la vie de générations futures qui est en jeu. 5 ans dans la vie d'un pays, c'est peut-être beaucoup, mais pour la Côte d'Ivoire éternelle, je dirais que 5 ans, ce n'est pas aussi trop, ça passe vite. Ceux même qui font les constitutions, vous voyez qu'ils les modifient parce qu'au moment où ils sont en train de les faire, ils pensent que les 5 ans ou les 10 ans ne vont pas arriver et ils se rendent compte que quelques années après, les 10 ans, c'est vite passé et ils veulent faire un 3e mandat, un 4e mandat, un 5e mandat. C'est cela qui fait un peu peur. Sinon, à la vérité, je voudrais compter vraiment sur le peuple ivoirien pour ne pas qu'il sombre dans le chaos et dans la violence. Merci beaucoup à vous, Sylvain Guédé-Debaï, cher confrère. Vous êtes journaliste et analyste politique. Tous, je pense, nous qui suivons de loin, nous espérons qu'au final, il y aura plus de peur que de mal pour cette Côte d'Ivoire qui a plutôt besoin de paix en ce moment. Un peuple qui, depuis les années 90, est soumis à un cycle de crise politique. On veut finalement que le pays s'en sorte. Merci en tout cas à vous, chers confrères, d'avoir participé à nous donner votre lumière sur la situation politique actuellement tendue en Côte d'Ivoire. Merci à vous, Sylvain Debaï.
Merci, Karl, et puis bon, gardons espoir. Merci. Merci également à vous, chers internautes d'Enjeux d'Afrique. Nos regards restent braqués sur la situation en Côte d'Ivoire. On espère que les choses vont s'améliorer avec le temps, que cette élection tant redoutée se tiendra sans casse. Continuez à nous suivre pour avoir le déroulement de la situation du côté du pays de Félix Houphouët-Boigny. Merci. À la prochaine.